Un voyage romantique ou un piège mortel? Lorsqu'un millionnaire pousse sans pitié sa femme enceinte au bord d'une falaise, il croit que personne ne connaîtra la vérité et que sa fortune restera intacte. Mais il ne peut pas imaginer qu'elle survivra grâce au courage d'un homme ordinaire, et ce détail ouvrira la voie à des révélations qui détruiront son empire de mensonges. Ce qui suit est une lutte contre la trahison, la cupidité et une justice implacable. Crois-moi, tu ne croiras pas comment cela se termine avant que nous le découvrions ensemble. Dis-nous à quelle heure tu écoutes et d'où tu nous accompagnes. Laisse ton commentaire ci-dessous, nous serions ravis d'avoir de tes nouvelles. Le soleil de l'après-midi descendait lentement sur les montagnes. Il teintait l'horizon de tons dorés et orangés qui semblaient peindre un tableau de paix. Le vent soufflait fort entre les pins, portant avec lui l'odeur fraîche de la terre humide et le craquement des branches sèches sous les pas. Emily Hayes marchait avec précaution, une main posée sur son ventre de 6 mois de grossesse et l'autre tenue par son mari, Charles Whitmore. Elle respirait profondément, essayant de se convaincre que ce voyage était vraiment une occasion de sauver ce qui restait de leur mariage. La montagne, avec sa majesté et son silence, paraissait être le décor parfait pour un nouveau départ. Charles, vêtu d'un ensemble de sport coûteux et de lunettes sombres, gardait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son allure élégante et son air assuré contrastaient avec la fragilité d'Emily, qui à chaque pas regardait avec tendresse la vie qu'elle portait en elle. Depuis des semaines, il insistait sur cette escapade. Il lui parlait de la nécessité de respirer l'air pur, de quitter la ville et de se souvenir des jours où il s'aimait sans retenue. Emily, le cœur brisé par le doute, avait accepté parce qu'elle espérait encore que l'homme qui lui avait promis une protection éternelle existait toujours. Le sentier était étroit et serpentait le long d'un précipice impressionnant. D'un côté, les pins se balançaient sous le vent. De l'autre, s'ouvrait un abîme de plusieurs centaines de mètres qui se terminait par une rivière invisible d'en haut. Emily s'arrêta un instant pour contempler la vue. Son visage s'éclaira d'un sourire mélancolique. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, cherchant la complicité de son mari. Charles acquiesça en serrant sa main avec une force étrange, trop rigide. « Oui, magnifique et parfait !» répondit-il d'un ton froid qui trancha l'air comme une lame. Le sourire d'Emily s'effaça un instant, mais elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que de la fatigue du chemin. Le silence entre eux devint lourd. Seul le vent se faisait entendre, accompagné du cri des oiseaux regagnant leur nid. Emily voulut parler, évoquer des souvenirs de leur premier voyage, mais en regardant Charles, elle vit un visage dur, une mâchoire crispée et un regard perdu dans le vide du précipice. Un frisson la parcourut. Instinctivement, elle caressa son ventre, comme pour protéger son enfant d'un danger invisible. Elle fit un pas de plus vers le bord, fascinée par la grandeur de la vallée, sans imaginer que cet instant marquerait le début de sa descente en enfer. Charles se plaça derrière elle. Emily sentit la chaleur de son corps contre son dos, croyant un instant qu'il s'agissait d'un geste de tendresse. Ses yeux se remplirent de larmes, car elle pensa qu'il l'aimait encore. Mais soudain, la pression sur ses épaules devint brutale. 2 mains fermes la poussèrent sans hésitation. Son cri déchirant se perdit dans l'écho de la montagne. Le sol disparut sous ses pieds. Le monde entier tourna, tandis que son corps tombait dans le vide. Ses bras s'agitèrent désespérément jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'accrocher à une branche qui dépassait du flanc de la falaise. La douleur lui traversa les mains, sa peau se déchira, mais elle refusa de lâcher. Sa vie et celle de son enfant dépendaient de cette résistance fragile. En haut, Charles resta immobile. Ses yeux la fixaient sans panique ni compassion. C'était le regard calculateur d'un homme qui avait attendu ce moment avec froideur. Emily pleurait, sa voix tremblait. « Charles, aide-moi s'il te plaît, j'attends notre enfant. » Le vent emporta ces mots, mais il les entendit, et, au lieu de lui tendre la main, il pencha la tête avec un sourire cruel. « Précisément pour cela, Emily, murmura-t-il avec un calme glacial. « Avec vous hors du chemin, tout sera à moi. »
Le cœur d'Émilie s'arrêta un instant. Elle ne luttait pas seulement contre la mort, mais contre la plus cruelle des trahisons. Son mari, l'homme qui avait juré de la protéger, venait de la condamner. La douleur physique se mêla à celle de l'âme. Les larmes coulaient sur son visage, tandis que son corps tremblait au bord du gouffre. Seul le craquement de la branche séparait la vie de la mort. Et à cet instant, entre le souffle du vent et la dureté des roches, elle comprit que le véritable monstre ne se trouvait pas au fond du ravin, mais juste au-dessus, la regardant avec satisfaction. Avant ce voyage à la montagne, la vie d'Emily Hayes semblait parfaite aux yeux du monde. Elle avait une maison élégante au cœur de la ville, un mari millionnaire au nom puissant, et bientôt, un enfant qui compléterait l'image d'une famille heureuse. Ses parents, Robert et Martha Hayes, étaient fiers d'elle. Ses amis l'enviaient. Pour la société, Emily était la femme qui avait tout. Mais derrière les murs de marbre et les grandes fenêtres, le mariage avec Charles Whitmore s'était peu à peu assombri. Emily se souvenait du début, lorsqu'elle avait rencontré Charles lors d'un gala de charité. Il était charmant, sûr de lui, et ses paroles semblaient des promesses d'éternité. Jeune et pleine de rêves, elle avait cru à chacune de ses phrases. Le jour de son mariage, devant des centaines d'invités, elle avait juré avoir trouvé son compagnon de vie. Les premières années avaient confirmé ce conte de fées. Charles lui offrait des fleurs, des voyages et des attentions qui la faisaient briller. Son sourire était un refuge, son regard inspirait la confiance. Emily s'était donnée entièrement, convaincue que rien ne pourrait briser ce lien. Mais peu à peu, la magie s'était dissipée. Charles passait de plus en plus de temps loin de la maison. D'abord, il parlait de réunions d'affaires. Emily voulait le croire, même si son cœur sentait déjà la distance. L'odeur de parfums étrangers restait sur ses chemises. Les excuses revenaient avec froideur. Quand elle posait des questions, il lui répondait d'un ton lassé, l'accusant d'être trop sensible, d'imaginer des choses. Chaque fois qu'il la serrait pour la calmer, Emily sentait que ce contact n'avait plus la chaleur d'autrefois. Le jour où elle trouva un reçu dans la poche de sa veste, elle sut que ses soupçons étaient fondés. C'était une facture d'une bijouterie pour un collier de diamants acheté quelques jours plus tôt. Elle ne l'avait jamais reçu. Elle fit semblant de ne rien voir, mais son cœur battait fort, comme s'il annonçait un danger inévitable. Peu après, elle découvrit des messages sur le téléphone de Charles. Des conversations courtes, mais pleines de complicité. Le nom de Sophie Lane revenait sans cesse. Une femme élégante, jeune, connue dans certains cercles pour son ambition. Emily tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'une collègue, que le cadeau était être destiné à un événement d'entreprise. Mais la réalité se fit brutale. Les sourires éteints, les absences prolongées, les silences pesants, tout indiquait la même chose. La trahison s'était installée dans son mariage. Pourtant, la main sur son ventre, Emily cherchait encore une raison de tenir. Elle croyait que l'enfant qu'elle attendait pourrait ramener la lumière dans leur relation, que la venue d'une nouvelle vie unirait ce qui semblait se briser. Chaque fois qu'elle préparait la chambre du bébé, elle imaginait Charles tenant leur enfant dans ses bras. Elle voyait dans son esprit la photo d'une famille parfaite. Elle peignait les murs de couleur douce, pliait les petits vêtements avec tendresse et montrait chaque détail à son mari. Charles répondait par des monosyllabes, sans vraiment regarder. Emily cachait ses larmes et souriait, car elle ne voulait pas admettre qu'elle était seule dans cette illusion. Lors des dîners de famille, Charles savait jouer son rôle. Il prenait la main d'Emily devant ses parents, la regardait avec un geste étudié, et tous applaudissaient l'union qu'il représentait. Robert et Martha se sentaient rassurés, convaincus que leur fille avait fait un bon mariage. Emily restait silencieuse, incapable de briser cette illusion. Elle savait que, si elle avouait ses doutes, elle détruirait la fierté de ses parents et l'image qu'ils avaient défendue. Alors, elle se taisait. La nuit, lorsque Charles lui tournait le dos dans le lit et que sa silhouette était la seule chose qu'elle pouvait voir, Emily caressait son ventre et murmurait à son bébé « Tout ira bien, mon amour. Papa nous aime. Il est occupé, mais il changera bientôt. » Sa voix tremblait, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Pourtant, au plus profond d'elle, une voix persistante lui disait que quelque chose n'allait pas, que l'homme avec qui elle partageait sa vie devenait un étranger.
Le temps passait et chaque jour la distance devenait plus évidente. Émilie s'accrochait à l'espoir comme à une bouée. Mais sans le savoir, cet espoir même la maintenait prisonnière d'un mensonge. Un mensonge qui allait bientôt se transformer en danger mortel. Après des semaines de froideur et de disputes voilées, Charles Whitmore changea soudainement d'attitude. Emily Hayes le remarqua dès le premier instant. Un matin, alors qu'elle déjeunait en silence dans la vaste cuisine de marbre, il apparut avec un sourire aimable et un bouquet de fleurs fraîches. Son geste était inattendu, presque déconcertant. D'une voix douce, il parla de la nécessité de tourner la page des malentendus et de retrouver l'harmonie perdue. Émilie le regarda avec méfiance, mais son cœur blessé voulait croire à cette tendresse soudaine. Charles s'assit en face d'elle et fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des brochures d'un luxueux refuge de montagne, entouré de paysages idylliques et de chalets élégants. Un endroit pour nous deux, sans téléphone, sans travail, juste l'air pur et la tranquillité dont nous avons besoin, dit-il d'un ton convaincant. Émilie caressa les pages du bout des doigts et, un instant, ses yeux s'illuminèrent. Elle pensa à la possibilité d'un nouveau départ, à l'espoir que être son mari, voulait encore sauver ce qui restait de leur union. Ce qu'Émilie ignorait, c'est que ce geste n'était pas un acte de réconciliation, mais un piège soigneusement calculé. Charles avait planifié le voyage avec précision, non pas comme une escapade romantique, mais comme le scénario parfait pour se débarrasser d'elle. À Sophie Lane, il avait déjà promis que tout serait bientôt réglé, que l'obstacle qui les séparait disparaîtrait à jamais. Dans son esprit, le séjour en montagne n'était pas un refuge d'amour, mais l'endroit où la vie de sa femme prendrait fin. Émilie, sans connaître la vérité, prépara le voyage avec enthousiasme. Elle mit dans sa valise ses robes de maternité les plus confortables, un pull en laine tricoté par sa mère et un petit carnet où elle écrivait des lettres à son bébé. En pliant les vêtements, elle se surprit à sourire, comme si une partie de son cœur voulait croire que Charles pouvait encore être l'homme qu'il avait conquise des années auparavant. Elle appela même sa mère, Martha, pour lui annoncer la nouvelle. « Charles veut qu'on passe du temps ensemble. Je crois que les choses vont s'arranger. » De l'autre côté du fil, Martha soupira de soulagement, sans imaginer l'obscurité qui se cachait derrière ces mots. Le jour du départ arriva. Charles conduisit la voiture de luxe sur des routes sinueuses pendant qu'Émilie appuyait sa tête contre la vitre, observant le paysage qui s'ouvrait devant eux. Les montagnes se dressaient majestueusement, couvertes d'un manteau vert et de brumes légères qui flottaient comme des fantômes. L'atmosphère était solennelle, chargée d'un silence inquiétant. Charles gardait les mains fermes sur le volant, les lèvres serrées en une ligne dure. Émilie pensa qu'il était concentré, sans remarquer la lueur de détermination qui cachait une pensée plus sombre. Pendant le trajet, il feignit de s'intéresser aux conversations banales. Il demanda des nouvelles de la chambre du bébé, félicita Émilie pour la couleur des murs, promit même de construire une balançoire dans le jardin à leur retour. Ces mots étaient doux, mais vides d'émotion. Émilie l'écoutait les larmes aux yeux, convaincue que malgré la distance, il restait encore un peu d'amour dans cet homme. Elle ne se rendait pas compte que chaque phrase faisait partie d'une mise en scène, d'un scénario destiné à la rassurer avant le coup final. Lorsqu'ils arrivèrent au belvédère de la montagne, le ciel commençait déjà à se teinter de couleurs crépusculaires. Charles arrêta la voiture près d'un sentier menant à une falaise qui dominait la vallée. « Descends, je veux que tu vois cela », dit-il en ouvrant la portière avec un sourire énigmatique. Émilie obéit, descendit lentement et respira l'air glacé qui emplissait ses poumons d'un mélange de crainte et d'espoir. Devant elle, l'horizon semblait infini, un tableau de beauté paisible. Elle pensa que juste peut être, ce serait le début d'une nouvelle vie. Charles se plaça derrière elle, feignant d'admirer le même paysage. Son esprit, pourtant, ne s'attardait pas sur la beauté de la nature. Il calculait la force de la poussée, le moment exact où personne ne pourrait l'interrompre, le silence du vallon qui avalerait les cris d'Émilie. Tandis qu'elle fermait les yeux pour profiter de l'air frais, il affûtait son sourire avec la certitude qu'il était sur le point d'exécuter son plan.
Émilie ne le savait pas encore, mais ce voyage déguisé en douceur était en réalité la porte d'entrée vers la trahison la plus cruelle. Et la falaise, avec son vide insondable, attendait en silence l'instant décisif. Le soleil descendait lentement, baignant la montagne de tons d'or et de rouge qui semblait embraser l'horizon. Emily Hayes s'arrêta près du bord de la falaise. Ses yeux brillaient en contemplant l'immensité de la vallée. L'air froid caressait son visage et ses cheveux sombres se soulevaient au vent. D'une main, elle soutenait son ventre arrondi et de l'autre, elle s'accrochait à la rambarde de bois usé qui délimitait le belvédère. Elle respira profondément et ses lèvres se courbèrent en un sourire fragile. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec tendresse, convaincue que cet instant pouvait être une renaissance pour son mariage. Derrière elle, Charles Whitmore s'approcha lentement. Ses pas sur le gravier étaient silencieux. De l'extérieur, il paraissait un mari admirant la même vue, mais en lui bouillonnait un tourbillon de pensées sombres. Son regard ne se portait pas sur l'horizon, mais sur le corps d'Émilie, sur la vie qu'elle portait en elle, sur l'obstacle qui, selon lui, l'enchaînait. Ses mains se fermèrent en poing un instant, puis se détendirent avec une froideur calculée. Émilie tourna la tête et le regarda. La lumière du soleil illuminait ses traits, lui donnant un air presque solennel. Dans son innocence, elle pensa qu'il était ému. Elle fit un pas vers lui, cherchant la chaleur d'une étreinte. « Merci de m'avoir emmené ici », dit-elle d'une voix tremblante mais pleine d'espoir. Charles esquissa un faux sourire. Il posa ses mains sur les épaules d'Émilie avec une douceur apparente, comme s'il voulait la protéger. Elle ferma les yeux un instant, croyant à un geste de réconciliation. Mais à l'instant suivant, la pression changea. D'un mouvement brusque, Charles poussa en avant. Le monde d'Émilie se renversa soudainement. Ses pieds glissèrent sur la roche et l'air se remplit d'un cri déchirant qui se perdit dans l'écho du canyon. Son corps bascula dans le vide. Désespérée, elle agita les bras en cherchant à s'accrocher à quelque chose. Ses ongles raclèrent la pierre rugueuse jusqu'à ce qu'un miracle fragile se produise. Ses doigts saisirent une branche qui dépassait de la falaise, épaisse mais fissurée. La douleur traversa ses bras, l'écorce s'enfonça dans sa peau et le sang commença à couler de ses mains. Émilie resta suspendue dans le vide, les jambes pendantes au-dessus du néant. Sa respiration était haletante, ses sanglots se mêlaient au sifflement du vent. « Charles, aide-moi, je t'en supplie !» cria-t-elle avec désespoir. « Pense à notre enfant. » Les larmes coulaient sur ses joues, tandis que la branche craquait sous son poids. Au-dessus d'elle, Charles se pencha. Ses yeux brillaient d'un éclat de froideur et de triomphe. Aucune compassion ne s'y lisait, seulement une satisfaction cruelle. « Voilà exactement le problème, Émilie, » dit-il d'une voix calme, presque sereine. « Cet enfant et toi, vous me retenez prisonnier. Sans vous, tout sera à moi. Liberté, argent, pouvoir. C'est la fin qui a toujours été écrite. » Les mots transpercèrent Émilie comme des lames. La trahison pesait autant que le vide sous elle. Elle s'agrippa de toutes ses forces à la branche, sentant la peau de ses doigts se déchirer. La douleur physique était insupportable, mais celle de son âme l'était encore plus. Son cœur se brisait en comprenant que l'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait confié sa vie et celle de son enfant, venait de la condamner sans pitié. Le vent soufflait plus fort. L'écho de son cri se répercutait dans la montagne, mais il n'y avait personne à proximité. Émilie comprit qu'elle était seule. Le visage de Charles, dur et satisfait, fut la dernière chose qu'elle vit avant qu'il ne se retourne. Elle entendit ses pas s'éloigner sur le gravier, ce son cruel d'indifférence. « Non !» sanglota-t-elle, tremblant de peur. « Ne me laisse pas !» Mais il ne se retourna pas. La branche continuait de craquer sous son poids. Chaque seconde semblait une éternité. Émilie ferma les yeux un instant et pensa au bébé dans son ventre. Elle se jura de ne pas abandonner, de trouver des forces au-delà de la douleur. En larmes, elle murmura dans le vide. « Tiens bon, mon petit, maman ne t'abandonnera pas. » La montagne devint un théâtre de silence, seulement brisé par ses sanglots. Au bord de la mort, Émilie découvrit une vérité plus douloureuse que la trahison. Le véritable ennemi n'était pas le précipice, mais l'homme qui venait de laisser derrière lui son ombre pendant qu'elle luttait pour survivre.
Le froid de la montagne pénétrait jusqu'aux os d'Emily Hayes, tandis qu'elle restait suspendue au fragile tronc qui dépassait de la falaise. Le vent rugissait autour d'elle, arrachant des mèches de ses cheveux et séchant les larmes qui coulaient sur ses joues. Chaque seconde était une lutte pour la vie. Ses doigts saignaient, sa peau se déchirait contre l'écorce rugueuse et son corps tremblait sous l'effort. Pourtant, son plus grand tourment n'était pas la douleur physique, mais la présence de Charles Whitmore, son mari, qui l'observait d'en haut. Emily leva les yeux. Son regard cherchait désespérément une étincelle d'humanité chez l'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant. « Charles, aide-moi, je t'en supplie, » dit-elle d'une voix brisée. « Notre enfant doit vivre. Ne nous laisse pas mourir ici. » Sa voix résonna dans le vide, tremblante et pleine d'amour et de peur. Charles se pencha lentement, posant un pied sur la roche près du bord. Son visage était éclairé par la lueur rouge du couchant, ce qui le rendait encore plus sinistre. Ses lèvres se tordirent en un sourire glacial. « Tu ne comprends donc toujours pas, Emily ?» murmura-t-il d'une voix étrangement calme. « Cet enfant n'est pas une bénédiction, c'est un fardeau. Tu es un fardeau. J'ai besoin d'être libre. » Les mots transpercèrent le cœur d'Emily comme des poignards. Sa respiration devint haletante et elle sentit un vide plus profond que le précipice s'ouvrir en elle. « Libre ?» répéta-t-elle d'une voix incrédule. « Je t'ai aimé, je t'ai tout donné, et maintenant tu veux me tuer, moi et notre enfant, juste pour te sentir libre ?» Sa voix se brisa et un sanglot étouffé sortit de ses lèvres. Charles baissa un peu la voix, comme s'il avouait un secret interdit. « Avec ta mort, tout ce qui est à toi m'appartiendra. La maison, les comptes, les actions de ta famille. Personne ne se doutera de rien. Tous croiront à un accident. Et avec Sophie à mes côtés, j'aurai enfin la vie que j'ai toujours voulue, sans contrainte, sans responsabilité, sans toi. » Le nom de Sophie frappa Emily comme un coup de tonnerre. Tout prit alors un sens, les parfums étrangers, les absences, le collier jamais offert. « Sophie !» murmura-t-elle en larmes. C'était donc elle depuis le début. Sa respiration devint saccadée. « Et tu as tout planifié avec elle ?» Charles hocha la tête d'un geste calme, comme un homme satisfait d'un contrat bien conclu. Emily sentit la colère se mêler au désespoir. La douleur dans ses bras était insupportable, mais la volonté de survivre était plus forte. « Tu n'effaceras pas la vérité, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Un jour, tout le monde saura ce que tu as fait. » Charles éclata d'un rire bas et sans émotion. « Et qui le dira, Emily? Tu es suspendue à une branche qui se brise peu à peu. Dans quelques minutes, tu ne pourras plus lutter. Personne n'entendra ta voix. Pour le monde entier, tu seras déjà morte. » La branche sous ses mains craqua à nouveau, annonçant qu'elle ne tiendrait plus longtemps. Emily cria de douleur et de peur, impuissante face à l'homme qui la regardait sans bouger, comme s'il contemplait la fin d'un problème plutôt que l'agonie de sa femme enceinte. Les larmes dévalaient son visage tandis qu'elle suppliait encore. « Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour lui, pour notre enfant, je t'en prie. » Un instant, le silence fut total. Seul, le vent sifflait. Charles la fixa de ses yeux vides. « Cet enfant n'aurait jamais dû exister, » dit-il d'une voix froide. « Je ne veux pas le sauver, je ne veux pas te sauver. » Emily sentit son âme se briser en 1000 morceaux. La trahison, le mensonge et la cruauté se mêlèrent en une vérité implacable. L'homme qui avait juré de la protéger était celui qui la condamnait à mourir. D'un courage né du désespoir, elle s'accrocha de toutes ses forces, décidée à tenir encore un peu, pas pour lui, mais pour la vie innocente qu'elle portait en elle. Le soleil disparut enfin derrière les montagnes. Le monde plongea dans un crépuscule sombre. Et là, au bord du gouffre, Emily comprit que la vraie lutte n'était pas seulement contre la chute, mais contre la volonté d'un mari devenu bourreau. L'obscurité commençait à envelopper les montagnes lorsque les forces d'Emily Hayes s'épuisèrent. La branche à laquelle elle s'accrochait gémissait sous son poids. L'écorce arrachait des lambeaux de sa peau et le sang coulait le long de ses doigts. Sa respiration était un souffle désespéré. Le froid la transperçait et chaque seconde semblait interminable. Son esprit oscillait entre l'idée de lâcher prise et la nécessité de résister pour l'enfant qu'elle portait. En haut, le silence de Charles Whitmore était plus cruel que n'importe quelle parole. Il ne la regardait plus. Il s'éloignait lentement,
convaincue que la nature finirait le travail. Émilie voulut crier encore, mais sa gorge brûlait, asséchée par le vent. Ses lèvres remuèrent à peine pour murmurer une prière. « Dieu, quelqu'un, aidez-moi !» C'est alors qu'un son différent brisa la solitude. Des voix lointaines, des rires étouffés, le craquement de branches sous des pas. Émilie ouvrit les yeux avec un éclair d'espoir. Un groupe de randonneurs avançait sur le sentier voisin. Parmi eux se trouvait un homme à l'allure simple, le visage marqué par le soleil, un sac sur le dos et un bâton de marche à la main. Il s'appelait Jack Turner, un ingénieur venu passer le week-end à la montagne. Il n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni escorte, seulement un cœur prêt à agir. Le premier à remarquer quelque chose d'étrange fut Jack. En parlant avec deux compagnons, il vit un morceau d'étoffe flotter dans l'air, une écharpe accrochée à un buisson près du précipice. Curieux, il s'approcha et entendit un cri étouffé. Un cri faible, déchiré par le vent, mais suffisant pour glacer le sang. « Attendez !» cria-t-il en levant la main. « Il y a quelqu'un là, bas !» Il courut vers le bord, s'agenouilla sur la roche et regarda en bas. Son cœur se serra. Là, une femme enceinte pendait d'une branche qui se brisait peu à peu. Son visage était livide, ses yeux agrandis par la peur et ses mains ensanglantées luttaient contre la gravité. « Mon Dieu !» murmura Jack. Puis il cria d'une voix forte. « Tiens bon, ne lâche pas, je vais t'aider. » Émilie l'entendit et son cœur se remit à battre avec une énergie nouvelle. Elle ne le connaissait pas, ne savait rien de lui, mais la simple présence de cet inconnu ralluma une étincelle d'espoir. Ses lèvres tremblantes murmurèrent entre deux sanglots. « S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber, je suis enceinte. » Jack se tourna vers ses compagnons avec urgence. « Il me faut une corde, vite, ou n'importe quoi qui puisse servir. » L'un d'eux sortit une corde d'escalade de son sac. Jack l'attacha autour de sa taille avec des mains tremblantes, ordonnant aux autres de la tenir fermement. « Pas de temps à perdre. Si on attend les secours, elle mourra, » avertit-il. Son regard restait fixé sur Émilie, qui peinait à se maintenir. La descente fut une lutte contre la peur. Les pierres se détachaient sous ses bottes et tombaient dans le vide. Le vent frappait son corps, le poussant en arrière. Mais Jack ne s'arrêta pas. Ses muscles brûlaient sous l'effort. La sueur perlait sur son front. Chaque mètre franchi était une victoire. Chaque gémissement d'Émilie était un appel à continuer. Il atteignit enfin sa hauteur. En la voyant de près, son cœur se serra. Ses bras saignaient, son visage était couvert de poussière et de larmes, et son ventre arrondi tremblait sous la douleur. Jack tendit la main. « Je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. Prends ma main. »« Jésus !» Émilie hésita un instant. Ses forces étaient si faibles qu'elle craignait d'échouer. Mais la lumière dans les yeux de Jack lui inspira une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dans un cri d'effort, elle lâcha une main de la branche et saisit la sienne. Le contact fut ferme, puissant. Jack serra sa main de toutes ses forces et dit d'une voix grave « Fais-moi confiance, je ne te lâcherai pas. » En haut, les randonneurs tiraient sur la corde. Centimètre par centimètre, Jack et Émilie commencèrent à remonter. Chaque mouvement était une épreuve. Émilie pleurait de douleur et de peur, mais elle s'accrochait au bras de Jack comme à la dernière chance de sa vie. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet, ils tombèrent épuisés sur l'herbe, haletants. Émilie éclata en sanglots incontrôlables. Jack la serra contre lui et murmura avec douceur. « Tu es en sécurité maintenant. Toi et ton enfant êtes en sécurité. » Pour la première fois depuis la trahison de Charles, Émilie sentit que l'espoir n'était pas mort. Un inconnu, un homme ordinaire, avait risqué sa vie pour sauver la sienne. Et cette étincelle d'humanité devint la lumière dont elle avait besoin pour continuer à se battre. Le sol sous leur corps tremblait encore à cause de l'effort de l'ascension. Emily Hayes était allongée sur l'herbe, tremblante, les lèvres sèches et les mains couvertes de sang. Jack Turner s'agenouilla à ses côtés, soutenant son dos pour l'aider à respirer. Le groupe de randonneurs entourait la scène, les yeux écarquillés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Émilie sanglotait sans pouvoir se contrôler. Ses larmes étaient un mélange de douleur, de soulagement et de peur. Elle caressait son ventre avec désespoir, comme pour s'assurer que son bébé vivait encore.
Il va bien, murmurait-elle à voix basse. S'il te plaît, dis-moi qu'il va bien. Jack prit sa main, ensanglantée, avec douceur. Il est avec toi. Il résiste. Et tant que tu résistes, lui aussi le fera. La tension n'était pas terminée. Le visage d'Emily était pâle, son corps épuisé, et le froid de la montagne commençait à la pénétrer. Jack regarda les autres randonneurs. Il faut la descendre d'ici au plus vite. Elle ne peut pas marcher seule. Si elle reste dans cet état, elle risque le choc. Un homme hocha la tête et sortit une couverture thermique de son sac. Ils la déplièrent et enveloppèrent Emily avec précaution. L'air se remplit de voix pressées. Une femme du groupe prit son téléphone et tenta d'appeler les secours, mais le signal était faible. Elle leva l'appareil et fit quelques pas sur le sentier, cherchant une meilleure réception. Pendant ce temps, Jack improvisa un brancard rudimentaire avec des branches solides et la corde qu'il portait encore autour de la taille. Les autres aidèrent à fixer la couverture sur la structure improvisée. Emily les regardait avec des yeux embués. Chaque geste lui paraissait irréel. Ce groupe d'inconnus était devenu sa seule chance. Son cœur se serra en pensant que c'était son propre mari qui l'avait condamnée à mort. Le contraste était brutal. L'homme qui devait la protéger l'avait trahie, et un étranger sans lien avec elle avait risqué sa vie pour la sauver. Lorsque le brancard fut prêt, Jack se pencha vers elle. « Emily, fais-nous confiance, nous allons t'emmener en lieu sûr, tu n'es pas seule. » Elle hocha faiblement la tête, incapable de parler, et ferma les yeux pour retenir ses larmes. 4 randonneurs soulevèrent le brancard avec précaution, tandis que Jack restait près de sa tête, la maintenant stable pour éviter tout mouvement brusque. Le retour sur le sentier fut lent et difficile. Le terrain était irrégulier et les pierres glissaient sous leurs pas. Chaque mètre semblait une épreuve, mais le groupe restait uni, changeant de position pour se relayer. Emily, les yeux mi-clos, écoutait le bruit de leurs pas et de leur voix l'encourageant. Chaque mot d'encouragement apaisait son âme blessée. À mesure qu'ils avançaient, le vent glacial s'intensifiait. La nuit tombait rapidement et la peur d'être pris dans l'obscurité les poussait à accélérer. Enfin, après ce qui sembla des heures, ils atteignirent une clairière où le téléphone retrouva du réseau. La femme qui avait essayé d'appeler cria de joie. « J'ai du signal, l'ambulance arrive !» Emily laissa échapper un soupir de soulagement et un faible sourire illumina son visage. Jack lui caressa doucement les cheveux encore humides de sueur. « Tu as réussi, tu as tenu plus que quiconque aurait pu le faire. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Je n'aurais jamais pu sans toi. » Jack esquissa un sourire, bien que ses mains tremblaient encore. « Ce n'est pas seulement grâce à moi. C'est ta force, tu n'as jamais cessé de te battre. » Les lumières de l'ambulance apparurent au loin, comme des étoiles rouges et blanches traversant la montagne. Le bruit de la sirène fendit le silence nocturne. Emily ferma les yeux et laissa de nouvelles larmes couler sur son visage. Cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Quand les secouristes arrivèrent, Jack aida à placer le brancard dans le véhicule. Avant que la porte ne se referme, Emily prit sa main avec ce qui lui restait de force. « Ne me laisse pas seule, » murmura-t-elle. Jack se pencha et répondit avec fermeté. « Je ne te laisserai pas. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu sois en sécurité. » Au cœur de l'obscurité de la montagne, la trahison de Charles restait une plaie ouverte. Mais cette nuit-là naquit aussi un lien inattendu. L'humanité d'un homme ordinaire était devenue la lumière d'espoir pour une femme qui avait frôlé l'abîme. Tandis qu'Emily Hayes était transportée dans l'ambulance vers l'hôpital le plus proche, enveloppée dans des couvertures et entourée de mains bienveillantes, Charles Whitmore descendait l'autre versant de la montagne d'un pas sûr et le cœur glacé. Il ne se retourna pas. Pour lui, tout était terminé. Son esprit calculateur avait déjà tracé le plan du mensonge qui le protégerait. Dans sa version, tout serait un accident tragique. Personne ne soupçonnerait la vérité, car personne n'avait vu la poussée. Arrivé à la voiture, il démarra le moteur avec calme. Il se regarda dans le rétroviseur et répéta une expression de douleur. Il fronça les sourcils, laissa trembler légèrement ses lèvres et poussa un long soupir. Il voulait perfectionner son rôle de veuve dévastée. En conduisant vers la ville,
il peaufinait les détails de son récit. Il dirait qu'Émilie avait glissé, qu'il avait essayé de la retenir, mais qu'il était arrivé trop tard. Il ajouterait des larmes au moment opportun et gagnerait ainsi la compassion de tous. Plus tard dans la nuit, il arriva aux Pentouses, où Sophie Lane l'attendait. La jeune maîtresse l'accueillit avec une étreinte pleine d'anxiété. Ses yeux brillaient en le voyant revenir seul. « Et elle ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Charles retira sa veste calmement et la jeta sur le canapé en cuir. Puis il la regarda froidement et prononça la phrase que Sophie attendait. « Elle ne posera plus de problème. Le plan a parfaitement fonctionné. » Sophie sourit, bien qu'un frisson lui parcourut le corps. Elle s'approcha avec une coupe de champagne et murmura en levant son verre. « À notre liberté. » Charles but d'un trait, persuadé que tout était sous contrôle. Le lendemain, les journaux commencèrent à recevoir des fuites venues de son entourage. Un proche parla d'un tragique accident en montagne. Certains médias, avides de titres, publièrent sans vérifier. L'épouse du millionnaire Charles Whitmore meurt dans une chute accidentelle. Charles apparut en public, vêtu de noir, le visage grave. « Ma chère Émilie s'en est allée. La montagne me l'a prise, » déclara-t-il. La scène était convaincante. Certains le consolaient, d'autres pleuraient avec lui. Personne ne doutait de son histoire. Il fit même un don à une organisation de secours pour renforcer son image d'homme généreux. Sophie, cachée parmi la foule, observait la performance avec admiration pour son sang-froid. Mais un détail échappait à Charles. Émilie n'était pas morte. À l'hôpital, elle luttait pour survivre, aidée par Jack Turner, l'homme qui l'avait sauvée, et par les médecins stupéfaits de sa force. Pendant ce temps, le monde entier la pleurait comme si elle avait disparu. Cette contradiction allait devenir le début de la chute de Charles. Le mensonge se consolidait dans les dîners privés, les réunions d'affaires et les interviews soigneusement choisies. Charles parlait de sa douleur et recevait des marques de soutien. Sa fortune restait intacte, même augmentée par l'assurance vie qu'il comptait toucher. Sophie partageait avec lui des célébrations secrètes, trinquant à un avenir sans obstacle. Ils riaient ensemble, convaincus d'avoir gagné. Pourtant, dans la solitude de la nuit, Charles commençait à entendre un écho troublant. Il fermait les yeux et revoyait le cri d'Émilie en tombant. Dans ses rêves, il voyait ses mains ensanglantées s'accrocher à la branche. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, avant de se convaincre que ce n'était que des fantômes. « Elle est morte », se répétait-il devant le miroir. « Personne ne survit à une telle chute. » Sophie essayait de le calmer par des caresses et des promesses. « Tu as tout, mon amour. L'argent, la liberté et moi. Oublie Émilie. » Charles acquiesçait, retrouvant son masque de sérénité, mais au fond de lui grandissait une ombre, une inquiétude qui bientôt se transformerait en peur. Car la vérité, tôt ou tard, trouve toujours un chemin pour se révéler, et le mensonge le mieux construit peut s'effondrer à cause d'une seule étincelle. Les semaines qui suivirent le prétendu accident furent un tourbillon de gros titres. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux pleuraient la mort d'Emily Hayes. Charles Whitmore apparaissait partout, le visage abattu, jouant le rôle du veuf dévasté. À ses côtés, dans l'ombre, Sophie Lane l'observait avec satisfaction. Tous deux étaient convaincus que leur mensonge était parfait. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Émilie, bien vivante, se rétablissait en silence, renforcée par son désir de justice. À l'hôpital, sous une stricte confidentialité, Émilie recevait des soins médicaux. Jack Turner lui rendait visite chaque jour, la soutenant de sa présence. « Tu as survécu au pire. Maintenant, c'est à ton tour de te relever », lui disait-il d'une voix ferme. Ses parents, Robert et Martha Hayes, arrivèrent dès qu'ils apprirent la vérité. Les retrouvailles furent un océan de larmes. Robert, avec son allure d'avocat à la retraite, serra sa fille dans ses bras. « Nous avons cru t'avoir perdu, mais maintenant que tu es là, nous ne laisserons pas cet homme impuni. » Martha caressait le visage d'Émilie, incapable de retenir ses pleurs, répétant que sa fille était un miracle.
Émilie, encore faible, comprit qu'elle ne pouvait plus rester cachée. La douleur physique et morale se transforma en détermination. « Il croit que je suis morte », dit-elle d'une voix tremblante, « et il profite de mon absence pour s'enrichir et fêter cela avec Sophie. Je ne peux pas laisser mon enfant naître dans un monde où son père est un assassin impuni. » Robert hocha la tête avec gravité. « Alors nous devons montrer au monde la vérité, et nous le ferons de la manière la plus éclatante. » Le plan prit forme. Jack, témoin direct du sauvetage, accepta de témoigner. De plus, une infirmière, Linda Carter, avait discrètement enregistré l'arrivée d'Émilie à l'hôpital et l'état dans lequel elle avait été retrouvée. Ces preuves allaient être essentielles pour dévoiler le mensonge. Robert contacta d'anciens collègues et prépara la stratégie juridique. Un jeune journaliste, Mark Wilson, s'intéressa à l'affaire, prêt à la révéler malgré le pouvoir de Whitmore. La scène décisive fut préparée lors d'un événement public. Charles et Sophie organisaient une soirée luxueuse dans un grand salon de la ville. Ils voulaient consolider leur image auprès des hommes d'affaires et des politiciens, montrant le millionnaire comme un homme qui, malgré la douleur, restait influent. Le lieu brillait de lumière, de musique et de coupes de champagne. Charles souriait devant les caméras, feignant la gratitude. Puis les portes s'ouvrirent dans un silence soudain. Tous les regards se tournèrent. Émilie entra lentement, vêtue d'une robe simple, le ventre encore visible sous le tissu, le visage empreint de détermination. À ses côtés marchaient Robert et Martha, la tenant avec fierté. Derrière eux venaient Jack et Linda, et dans un coin, Mark Wilson préparait sa caméra. L'impact fut immédiat. Des verres tombèrent. Les murmures parcoururent la salle comme un incendie. « N'était-elle pas morte ?» chuchota Théon. « C'est impossible. » Charles pâlit, la coupe trembla dans sa main et le cristal se brisa. Sophie resta figée, incapable de cacher la peur dans ses yeux. Émilie s'avança jusqu'à se trouver face à son mari. Sa voix, ferme malgré l'émotion, résonna dans le salon. « Tu croyais m'avoir enterrée dans le silence, mais je suis ici, vivante, et tout le monde saura ce que tu as fait. » Les caméras des journalistes s'allumèrent aussitôt. Charles tenta de se reprendre. « C'est une erreur, cette femme est confuse. Elle a subi un traumatisme et ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais la voix de Jack l'interrompit avec force. « Je l'ai sortie du précipice, je l'ai vue lutter pour sa vie pendant que vous vous éloigniez. » Linda brandit un dossier devant tous. « Voici les dossiers médicaux prouvant qu'Émilie est arrivée blessée avec des signes clairs d'agression. Ce n'était pas un accident. » Les murmures se transformèrent en cris d'indignation. Mark Wilson, pointant sa caméra sur le visage défait de Charles, lança « Monsieur Whitmore, que répondez-vous maintenant que votre épouse vous accuse publiquement ?» La foule s'agita. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres acclamaient Émilie. Charles transpirait, incapable de parler. Sophie recula, cherchant une sortie invisible. Émilie, la main sur son ventre, éleva de nouveau la voix. « Tu as voulu effacer ma vie et celle de mon enfant, mais tu n'as pas réussi à me détruire. Je suis ici pour le prouver. Et cette fois, tu ne pourras pas te cacher derrière tes mensonges. » La salle éclata en applaudissements et en cris d'encouragement. Le masque du millionnaire intouchable se brisait sous les yeux du monde. La vengeance de la vérité venait de commencer. Le salon devint un chaos de voix et d'éclairs de caméras. L'apparition d'Emily Hayes venait d'anéantir en quelques secondes l'empire de mensonges de Charles Whitmore. Les invités, qui quelques minutes plus tôt le louaient comme un homme fort et généreux, le regardaient maintenant avec mépris. Certains criaient « Assassin !» d'autres réclamaient justice. L'air sentait la colère et la défaite. Charles tenta de garder contenance, levant les mains dans un geste dramatique. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Tout cela est une conspiration contre moi. » Sa voix tremblait, sans la maîtrise froide qu'il avait autrefois. Sophie Lane, incapable de supporter la pression, recula d'un pas et murmura, la voix tremblante. « C'était ton idée, Charles. Tu m'as entraîné là, dedans. Tu m'as dit qu'avec elle morte, tout serait à nous. » Un cri d'indignation parcourut la salle. Émilie, fixant son mari, répondit d'une voix calme et ferme. « Tu ne peux plus te cacher derrière ta fortune. Tous ont vu ton vrai visage. »
Jack Turner fit un pas en avant et se plaça à ses côtés comme un rempart. Robert et Martha élevèrent la voix, exigeant que la loi agisse. Linda Carter montra de nouveau les rapports médicaux et Mark Wilson retransmettait en direct chaque mot, chaque geste, chaque vérité. À ce moment-là, 2 policiers présents dans la salle s'avancèrent. L'un d'eux parla d'une voix grave. « Charles Whitmore, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude et conspiration. » L'autre lui passa les menottes sous une pluie de flashs et de cris. Charles se débattit, hurlant comme un homme perdu. « Je suis puissant. Vous ne pouvez pas faire ça. » Mais plus personne ne l'écoutait. L'image du magnat respectable venait de mourir. Sophie tenta de fuir, mais un agent lui barra la route. « Sophie Lane, vous êtes arrêtée pour complicité. » Elle éclata en larmes, accusant Charles de l'avoir manipulée. Mais il était trop tard. Tous deux furent emmenés dans la nuit, entourés de caméras immortalisant leur chute. Emily resta debout, la respiration haletante, une main sur son ventre. Ses jambes tremblaient, mais une force nouvelle la soutenait. Elle avait affronté l'homme qui avait voulu l'effacer et elle avait gagné. Son enfant n'était pas encore né, mais il faisait déjà partie d'une victoire éclatante. Les applaudissements emplirent la salle. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour ce qu'elle représentait. La vérité triomphant du mensonge, la justice l'emportant sur le pouvoir corrompu. Les jours suivants, les journaux explosèrent de titres. Le millionnaire arrêté pour tentative de meurtre sur sa femme enceinte. Le témoignage d'Emily Hayes bouleverse la ville. Les images de l'arrestation firent le tour du pays. L'opinion publique acclama Emily comme un symbole de courage. Des milliers de femmes lui écrivirent pour la remercier d'avoir osé parler. Robert l'accompagnait dans les interviews, soulignant l'importance de la justice. Martha la soignait avec tendresse. Jack restait à ses côtés, discret mais fidèle, devenu un protecteur inattendu. Lors du procès, Charles n'était plus l'homme élégant d'autrefois. Il portait la tenue de prisonnier, le visage creusé, les yeux éteints. Le verdict fut clair. Coupable. Il fut condamné à de longues années de prison. Sophie reçut sa propre peine comme complice. La justice avait parlé, et cette fois, aucun argent ne pouvait acheter le silence. La naissance du fils d'Emily fut le chapitre le plus lumineux de cette sombre histoire. Un matin paisible, dans une chambre d'hôpital baignée de lumière, elle entendit le cri de son bébé pour la première fois. Elle le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Nous avons réussi », murmura-t-elle. « Nous sommes vivants et libres. » Robert et Martha l'embrassèrent avec émotion, tandis que Jack souriait depuis le seuil de la porte, fier et ému. Les mois suivants marquèrent le début d'une nouvelle vie. Emily marchait dans la ville sans peur, son enfant dans les bras, consciente d'avoir traversé l'abîme pour renaître plus forte. Le souvenir de la douleur ne disparut pas, mais il ne la définissait plus. Elle était désormais un symbole de résistance, de courage et de renaissance. Dans une interview télévisée, Emily déclara d'une voix calme. « On a voulu me réduire au silence, mais ma vérité a survécu. Personne ne doit se taire quand l'injustice cherche à nous détruire. Il y a toujours de l'espoir, même dans l'obscurité. » Ces mots résonnèrent comme un écho éternel. Ainsi se termina une histoire de trahison et de douleur, transformée en un témoignage de justice et de vie. Sous un ciel clair, tandis que son fils dormait dans ses bras, Emily sut qu'elle avait trouvé le début d'une liberté que plus rien ni personne ne pourrait lui enlever.